Le président Trump est à environ 20 minutes de prendre la parole devant la nation. Depuis une conférence à laquelle il va assister, il s'adressera à un rassemblement sur les technologies de défense, alors que la guerre avec l'Iran a réduit les stocks d'armes américains. Et ça, c'est un problème bien plus important qu'on ne le reconnaît souvent. Parce que souvenez-vous, on en parle ici depuis un bon moment. Pendant les 40 premiers jours, on vous a montré beaucoup de chiffres. Dans certaines catégories, je crois que c'était les missiles Tomahawk, les missiles de croisière JASSM, nos principaux systèmes d'attaque à longue portée, les capacités ont été gravement réduites. Environ 45%. Une énorme part de ce qu'il restait dans nos stocks depuis le début de tout ça. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on a accepté le cessez-le-feu le 8 avril. Et ensuite, on en est venu à ce long épisode autour de la période de cessez-le-feu où on essayait de faire signer un protocole d'accord. Et on a fini par y arriver. On s'est dit que c'était logique, qu'on devait le faire, parce que sinon, on n'aurait pas eu les armes nécessaires pour reprendre les opérations. C'est pour ça que Trump a dû le faire. Mais maintenant, on a l'impression qu'il a peut-être oublié tout ça. Parce que, comme vous pouvez le voir, Gary, remets ça à l'écran. On le voit bien dans cette analyse, publiée en mai d'ailleurs. Et c'est un point important. Cette analyse montre que les sous-traitants militaires américains auraient besoin d'au moins 3 ans. 3 ans. Rien que pour remplacer, pour reconstituer les stocks, pour revenir au niveau d'avant. Les Tomahawk, utilisés pour frapper des cibles en profondeur, mais aussi les intercepteurs Patriot et THAAD. On peut ajouter les JASSM à ça. Et bien sûr, il y a aussi une réduction du nombre de SM-3, de SM-2, de SM-6, différentes variantes de missiles RR tirés depuis nos plateformes. On peut sans doute y inclure aussi les attaques MS, les systèmes HIMARS, parce qu'on a utilisé toutes sortes d'équipements. Tout ce qu'on a utilisé a été dégradé. Alors, l'idée, c'est qu'on ne peut pas retourner à la guerre. On ne peut pas reprendre un conflit actif, tout simplement parce qu'on n'a plus assez de munitions. Mais ce n'est pas seulement ça. Toutes ces catégories et ces types d'armes que je viens de mentionner rebondissent littéralement sur les montagnes de granit, sans aucun effet. Et on a eu plusieurs occasions, plusieurs exemples précis, avec certaines chaînes de montagnes, comme le système de Yazd. Il y en avait un autre, mais son nom m'échappe pour le moment. Ça a été attaqué une vingtaine de fois, quelque chose comme ça. Et oui, on peut raser la rampe de sortie, là où le lanceur mobile pourrait sortir. On peut tout réduire en gravat et la bloquer pour qu'il ne puisse plus passer. Mais ils ont des ingénieurs capables de réparer ça. Et franchement, c'est un dégât mineur. En réalité, c'est presque insignifiant, quelque chose qu'ils peuvent régler en 1 jour ou 2, parfois même plus vite s'ils en ont besoin. Mais quand on parle de stock d'armes, là c'est un tout autre problème, bien plus sérieux. Alors aujourd'hui, le président Trump va sortir, et il va justement parler de ça. Il va dire, bon, vous savez ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire. Faisons venir tous ces gens, tous ces riches, et voyons un peu ce qu'ils peuvent faire. Faites travailler leurs équipes technologiques là-dessus. Vous voyez JP Morgan, le président de Blackstone, John Gray, Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing. Vous voyez tous ces gens-là, SpaceX, Palantir, tous ces groupes qui ont des milliards de dollars de contrats d'armement. Et j'en passe. Et je n'ai même pas eu besoin de le dire à Gary, il lisait dans mes pensées. La première chose à laquelle j'ai pensé en voyant cette liste, c'est à eux, parce qu'ils sont partout. Donc, ils font la même chose. En Ukraine, ils le font déjà. En Iran, ils ne pourraient pas être plus satisfaits. À chaque fois qu'on se retourne, ils cherchent comment dépenser encore plus d'argent pour les armes. Écoutez, il y a plusieurs choses à prendre en compte ici. D'abord, parlons du besoin. L'Amérique doit reconstituer ses systèmes d'armement.
On a besoin de missiles offensifs et de missiles défensifs. Donc les PAC-3, les THAAD, les Arrow 2, les Arrow 3 qu'utilise Israël, tout ça. Mais tout cela, au fond, ça nous concerne avant tout. Il faut qu'on en récupère. Même s'ils ne sont pas aussi efficaces qu'on le prétend, il faut quand même une défense aérienne. Et même les Patriots sont utiles contre certaines menaces aériennes ennemies. Ils peuvent aussi intercepter certains drones rapides ou des missiles balistiques plus lents. Ils ont une chance contre cela. Donc même si leur taux de réussite n'est pas parfait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en fabriquer. Ça veut dire qu'il faut fabriquer du matériel plus performant, mais qu'on a quand même besoin de cela, parce qu'ils ont encore des capacités utiles. On a clairement besoin des systèmes THAAD, parce qu'ils sont faits pour les hautes altitudes. Ils interceptent certains des missiles les plus avancés, mais très haut dans l'atmosphère. Donc ils ont aussi un certain taux de réussite. On en a besoin. C'est extrêmement cher et ça prend énormément de temps à produire. Et on ne peut pas continuer à envoyer nos missiles n'importe comment, sur des opérations absurdes comme celle-ci, en se disant « Allez, on en renvoie une salve contre ces montagnes de granit, pour échouer encore une fois comme la dernière fois. » Parce que ça, c'est tout simplement stupide. C'est stupide. D'abord, ça ne marchera pas ici. Ça ne fera pas plier l'Iran. Ça n'aura même pas d'influence sur eux. Parce qu'ils doivent se dire, vous plaisantez là, c'est vraiment ça, votre plan. Imaginez un peu, sérieusement. Vous êtes l'Iran et vous entendez que le président Trump veut revenir à la charge, qui veut détruire les missiles, parce que c'est ça l'atout de l'Iran, ce qu'il peut utiliser pour menacer tout le monde. C'est aussi ce qui lui permet de contrôler le détroit d'Ormuz. Alors on se dit, allons frapper les missiles, les drones longue portée et les centres de production, tout cachés sous ces montagnes. Et on va tirer des JASSM à longue portée, des Patriots, des HIMARS, enfin pas les MLRS, les HIMARS, bref, des attaques MS. Et eux, ils se disent, vous n'y arriverez pas. Vos frappes ne traverseront pas la montagne. Tu l'as déjà prouvé. Mais bon, si tu veux le faire, vas-y. Lance ces missiles. Parce que, je te le dis, ils seraient en train d'applaudir dans le centre de commandement du côté iranien. Ils diraient, franchement, dites-moi que les Américains ne sont pas assez stupides pour croire qu'ils peuvent tirer ces quelques missiles limités. Et ça, c'est une information publique. Ce n'est pas ma source. Ce n'est pas une info classifiée. C'est publié sur Internet, en plein jour. Il faut 3 ans pour remplacer une partie de ce matériel. Ça veut dire que, même si on arrêtait de les gaspiller aujourd'hui, il faudrait 3 ans à partir de maintenant. 3 ans pour tout remplacer. Pour te donner une idée, notre chaîne n'est même pas encore à l'antenne depuis 3 ans. On s'en approche, mais on n'y est pas encore. Le 7 octobre, la guerre en Israël, elle a commencé avec le Hamas. Ce n'est pas 3 ans non plus. Alors imaginez depuis combien de temps ça remonte. Et à partir d'aujourd'hui, il faudra encore plus de temps avant qu'on puisse reconstituer nos stocks. Et franchement, je dirais que c'est une estimation optimiste. Je parierais que ça prendra bien plus que 3 ans, parce que ça suppose aussi qu'on ait l'argent. Mais prenons ça comme un minimum de base. Mais à partir d'aujourd'hui, si on ne gaspille plus rien. Donc, ne donnons pas un coup de main à nos ennemis en continuant à envoyer des missiles sur ces montagnes qu'on ne peut pas percer, parce qu'elles n'ont tout simplement pas la capacité de pénétration nécessaire. Donc, c'est littéralement du gâchis. Chaque missile qu'on tire contre eux, c'est un missile de moins qu'on pourra utiliser ailleurs. Alors, on peut se dire, pas de souci, j'ai prévu le coup. Mais franchement, au lieu de les gaspiller sur une montagne de granit qu'on ne peut pas percer de toute façon, tirons sur des cibles qu'on peut vraiment atteindre. Visez des objectifs le long de la frontière, sur le littoral iranien, tout le long, surtout dans la zone de l'île de Keshm, juste là, dans cette courbe en fer à cheval du détroit. Ou peut-être un peu plus loin, du côté de l'île de Karg.
Certaines de ces positions-là, ou même plus en profondeur, des centres de commandement et de contrôle. Quoi qu'on découvre d'autres sur le terrain, vous savez, certaines des images récentes que le CENTCOM a montrées quand ils les ont publiées, eh bien, on a tiré pendant 4 jours d'affilée. 5 salves en 4 jours. La première fois, c'était sur environ 420 cibles. Ensuite, on nous a dit que c'était presque 420. Et j'ai vu un rapport disant que la troisième frappe aurait visé 135 cibles. Ça, c'est pas confirmé. Mais quel que soit le chiffre exact, c'est quand même assez important. Donc, on continue à gaspiller pas mal de munitions. Et ils ont montré ce qu'ils visaient. Il y avait des véhicules. Et on aurait dit qu'un d'eux était un quai. En fait, c'était un drone naval. Mais quand on regarde ce qui sortait de là-haut, certains trucs ressemblaient à des boîtes. C'est comme si c'était juste une série de boîtes posées sur une piste. Et franchement, je ne sais même pas ce qu'il y avait dedans. On continue de dire que oui, ce sont des usines de drones, des sites de reproduction, des centres de maintenance, tout ce genre de choses qui sonnent très techniques. Mais quand on regarde les images, on se demande, c'était quoi ça? On dirait juste une boîte sur le tarmac qui ne faisait probablement rien. Pour ce qu'on en sait, il y avait peut-être des déchets dedans. J'en sais rien. Et certaines autres images, honnêtement, je ne peux même pas dire ce que c'est. Je ne suis même pas sûr. Daniel, on a des nouvelles de J.D. Vance, qui était dans l'émission de Joe Rogan il y a seulement quelques heures. Il a essayé d'expliquer la stratégie et l'approche de l'administration vis-à-vis de l'Iran en ce moment. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec l'Iran, où on a l'impression que... Le président ne cesse de dire qu'un accord a été trouvé, que les négociations ont réussi, et puis tout s'effondre, et on recommence à les bombarder. Alors, combien de temps on a devant nous? Autant que vous voulez. Parfait. Bon, je dois d'abord expliquer 2 ou 3 choses en arrière-plan pour que vous compreniez bien, que tout le monde comprenne bien ce qui se passe ici. D'abord, c'est un peu une simplification, mais dans le système iranien, il y a 2 courants, d'accord? Vous avez, et on entend parfois certains Américains très durs le dire, que ce sont tous des fous qu'ils veulent provoquer, vous savez, la venue du 12e imam, l'apocalypse et tout ce genre de choses. Il y a effectivement des gens en Iran qui croient à ça, mais il y a aussi des pragmatiques. Donc vous avez les extrémistes et vous avez les pragmatiques. Bref, on a conclu ce protocole d'accord, et en réalité, ce qu'il dit, et il a été déformé plus que presque tout ce sur quoi j'ai travaillé publiquement, ce qu'il dit, c'est que l'Iran va rouvrir le détroit d'Ormuz, la violence va cesser, et ensuite, on va entamer des négociations pour voir si on peut parvenir à un accord plus large sur le nucléaire à long terme. Danny, au fait, si tu veux que je m'arrête, on peut s'arrêter. J'allais justement te demander d'arrêter exactement là où tu l'as fait. Oui, tout à fait. Parce que son commentaire, en fait, c'est que soi-disant, le texte dit que l'Iran va rouvrir le détroit et que la violence va cesser. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas du tout ça. Ce qu'il dit, c'est « Et Gary, si tu peux le retrouver pendant que je parle, si tu peux remettre le paragraphe 5 à l'écran, comme ça, on va le regarder dans son contexte, sans rien sauter. On va tout examiner, tout ce que ça dit sur ce sujet. Parce que d'après ma mémoire, la toute première phrase dit que l'Iran, la République islamique d'Iran, aura le contrôle administratif du détroit pour permettre son ouverture dans un délai de 30 jours, sans péage. Alors, on va le retrouver pour voir si ma mémoire est bonne, mais je suis presque sûr que c'est bien ce que ça disait. Ensuite, ça parlait de ce qui allait se passer dans la future administration de l'accord, que ce serait entre l'Iran et le sultanat d'Oman. Puis, il était question de discussions avec d'autres acteurs de la région, et ainsi de suite. Et puis ça se terminait. Il n'y avait rien sur la violence.
Rien non plus sur les États-Unis qui mettraient en place un corridor secondaire au sud, en coordination avec Oman. Rien de tout ça. Voilà, c'est là. Oui, si tu peux agrandir un peu, Gary. Voyons si ma mémoire était bonne. Dès la signature du protocole d'accord, la République islamique d'Iran prendra des dispositions en déployant tous ses efforts pour assurer le passage sécurisé des navires commerciaux sans frais pendant 60 jours. Cela concernera uniquement la route entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, dans les deux sens. Le trafic commercial commencera immédiatement. Et, compte tenu de la nécessité d'éliminer les obstacles tactiques et militaires, ainsi que de procéder au déminage, l'Iran lancera ses opérations dans un délai de 30 jours. La République islamique d'Iran engagera aussi un dialogue avec le sultanat d'Oman pour définir la future gestion et les services maritimes du détroit d'Ormuz, en concertation avec les autres États riverains du golfe Persique, et ainsi de suite jusqu'au détroit d'Ormuz. Ensuite, on passe au paragraphe suivant. Mais vous voyez, peut-être que le vice-président Vance essaie d'élargir un peu le sens en disant qu'en signant ce protocole d'accord, la République islamique fera de son mieux pour assurer le passage sûr des navires commerciaux. Le problème, même avec cette interprétation très tirée par les cheveux, c'est que cela laisse la décision entièrement entre leurs mains. La République islamique d'Iran fera les arrangements selon ses meilleurs efforts. Nous n'avons aucun rôle là-dedans. Donc, le fait qu'on ait ajouté un corridor sud, vous voyez, je viens de tout vous lire, ce n'est pas dedans. Il n'y a rien qu'on puisse tordre ou interpréter pour faire semblant que ça y est. Non, ce n'est pas le cas. Donc ce texte ne se vise pas lui-même. Il ne dit rien à propos de la violence. Et donc, à cause de l'ambiguïté du reste du texte sur un point vraiment complexe, on a laissé à la partie iranienne le soin de décider de la méthode appropriée pour garantir un passage sûr, parce qu'ils ne sont pas idiots. Dans leur explication sur les raisons de leurs actions, ils ont dit que les États-Unis avaient non seulement violé le protocole d'accord en ouvrant un nouveau couloir, mais qu'ils l'avaient fait de manière dangereuse, sans coordination avec eux. Alors, du côté iranien, ils ont dit, puisque nous devons assurer la sécurité, si vous essayez de traverser au sud sans notre approbation et sans coordination, c'est dangereux, et nous allons corriger ça, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt important. Gary, si tu peux revenir un peu en arrière, continuons avec ce qu'il disait. C'est exactement ce qu'on voulait. Et ce que les Iraniens voulaient, bien sûr, c'était un allègement économique et des sanctions sur le long terme. Alors, voilà le problème avec la situation actuelle. Et pour résumer, Joe, je dirais que je ne peux évidemment pas prédire l'avenir. Je ne sais pas exactement où tout ça va mener, mais au fond, je pense qu'on est sur la bonne trajectoire. C'est juste très compliqué et il va y avoir beaucoup d'arrêts et de redémarrage. Alors, que se passe-t-il? La première semaine après la signature du protocole d'accord, on fait sortir 20 millions de barils de pétrole par jour du détroit d'Ormuz. C'est ce qu'on avait avant la guerre. OK, Gary, arrête-toi là. Wow. Franchement. Allez, ne me raconte pas n'importe quoi. Sérieusement. Oui, on a donné pas mal de crédit au vice-président et on a reconnu qu'au moins, il essaye de mettre fin à tout ça. Mais ne dis pas qu'on est sur la bonne trajectoire. On n'est sur aucune trajectoire où quoi que ce soit se passe bien. Tout va de travers. Tout part en vrille parce qu'on est intervenu sur cette route du Sud et ensuite on a commencé ces échanges de tirs. Donc, la seule chose qui marchait bien, c'était le protocole d'accord, la levée des sanctions. Et ça a été annulé, puis on a rajouté de nouvelles sanctions par-dessus. Nous n'avons pas débloqué les fonds gelés et nous n'avons rien fait pour que l'Iran ou Israël se retirent du Liban. Donc, sur les points 1 à 5, ça se passe très mal. Rien n'est vraiment en place. Ensuite,
Le président Trump lui-même déclare que le cessez-le-feu est terminé. On ne prête plus attention au protocole d'accord. Du côté iranien, ils ont aussi dit que ce protocole est désormais lettre morte. Ils ne comptent pas s'y tenir. Ils ne feront aucune négociation tant que les 3 autres points que j'ai mentionnés ne seront pas réglés. Alors comment peut-on, d'une manière ou d'une autre, dire « Oui, je pense qu'on est sur la bonne trajectoire ». C'est exactement l'inverse. Continuez. Et il y a des éléments, les durs du régime iranien, qui ont un peu paniqué. Ils se sont dit « Oh merde, est-ce qu'on vient de perdre notre principal levier? Oublions les armes nucléaires, on vient de lâcher le donc de ce protocole d'accord. » Du coup, il y a une sorte de panique dans leur système. Alors ils ont tiré sur quelques navires. Nous, on a réagi. Et je pense que c'est tout à fait normal, évidemment. S'ils tirent sur des navires, on va tirer sur ceux qui tirent sur les navires, ou on va détruire les installations qu'ils utilisent pour le faire. Voilà ce qui s'est passé. De quoi il parlait juste avant ça, quand il a dit qu'ils avaient réagi en disant « Oh non, oui, essaye à peu près à ce moment-là ». Et donc, il y a eu une sorte de panique dans leur système. Oui, un peu avant ça, un peu plus haut, et c'est par là. Et il y a des éléments, les durs du régime iranien, qui ont un peu paniqué. Ils se sont dit, mince, est-ce qu'on vient de lâcher notre principal levier? Oublions les armes nucléaires, on vient de céder le donc de ce protocole d'accord. Du coup, il y a eu une sorte de panique dans leur système. Alors ils ont tiré sur 2 ou 3 navires. On a réagi. Et franchement, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors, dans le protocole d'accord, je ne suis même pas sûr de ce que ça veut dire. Franchement, ça n'a aucun sens pour moi. Je ne vois pas de quoi ils parlent. Panique totale. Est-ce qu'ils ont perdu leur levier de négociation? De quoi ils parlent exactement? Tout fonctionnait comme ils voulaient. Ils ont d'abord obtenu un allègement des sanctions. Plusieurs de leurs navires ont pu repartir. Et d'ailleurs, il vient de dire, tu sais, au début, on avait lancé le truc, on avait 19 millions de barils de pétrole. Le on est un terme assez large, parce qu'en réalité, c'est surtout l'Iran qui a sorti la majorité de ce pétrole, puisqu'il l'avait déjà positionné à l'avance. Donc, dès que le blocus a été levé, ils se sont précipités vers la sortie, et ils ont réussi à faire sortir une énorme quantité de pétrole. Quand on parle d'un volume soutenu, c'était environ 1/3, ce qui est plutôt bien. Mais il ne faut pas faire croire que 19 millions de barils sont sortis en une seule journée. En réalité, c'était surtout l'Iran qui faisait sortir son pétrole, parce qu'ils avaient vendu une énorme quantité de brut. Et cet argent leur permet maintenant de continuer à fonctionner pendant encore pas mal de temps. C'est important de le souligner, mais lui, il ne l'a pas fait non plus. Et puis, l'idée que tous ces problèmes sont arrivés parce qu'ils ont commencé à tirer dans la panique, ce n'est pas vrai du tout. Ils n'ont pas paniqué. Au contraire, ils ont été très cohérents. Ils ont dit le protocole d'accord dit que c'est nous qui avons le contrôle. C'est nous qui décidons maintenant. C'est nous qui décidons plus tard, et voilà les décisions qu'on prend. Et si quelqu'un les enfreint, ils avaient prévenu à l'avance. Je crois qu'ils ont donné au moins 2 jours d'avertissement. Et quand ces avertissements n'ont pas été pris en compte, ils ont tiré. À partir de là, on entre dans ce va-et-vient, ces échanges de tirs, et l'Iran ne cède pas. Ils ne paniquent pas du tout. En fait, ils disent, même avec toutes les armes que vous tirez sur nous, on ne va pas paniquer. On va continuer, on va tenir notre position, parce que c'est ça, leur levier. Donc non, ils ne l'ont pas abandonné. Ils s'en servent, ils montrent qu'ils l'ont, et on ne peut pas le leur enlever. Allez-y, continuez. Bien sûr, si eux tirent sur des navires, nous, on va tirer sur ceux qui tirent sur les navires. Ou bien on va détruire les installations qu'ils utilisent pour le faire. Donc ça arrive. Et là, les Iraniens disent, non, d'accord,
vous avez raison, on n'aurait pas dû tirer sur les navires. Alors ils reviennent à la table des négociations et ça repart pour quelques jours de discussion. Et maintenant, on en est à une phase où les durs du régime ont vraiment réagi très fort à tout le pétrole qui sort du détroit d'Ormuz. En gros, ils ont dit, on va essayer de bloquer tout ça. Ils ont peur de perdre leur levier. Pendant ce temps, les pragmatiques dans leur système disent que c'était une erreur. Stop. C'est pas pour ça que les durs sont en colère, parce que le pétrole circule. C'était prévu. C'est pour ça qu'on avait signé le protocole d'accord. C'était littéralement l'objectif, lever les deux blocus. Donc non, ça va pas les énerver. Non, ils sont furieux parce que vous avez assassiné leur chef. Tout ce qui s'est passé depuis, avec cette longue procession funéraire qui a traversé 2 pays, et toutes ces villes où des dizaines de millions de personnes sont sorties, en Irak comme en Iran, c'est pour ça qu'ils sont en colère. Et ils sont furieux parce qu'on continue de les attaquer, qu'on continue de frapper leurs hommes. 7 de leurs soldats ont été touchés dans une caserne hier soir et tués. Et ça aussi, ça les met en colère. Ils en veulent à leur gouvernement d'avoir même négocié le protocole d'accord. Pas parce qu'il fonctionnait, mais c'est complètement irrationnel, illogique. Alors maintenant, quand on essaye de dire que c'est pour ça qu'ils veulent tout arrêter, non, ils ne veulent pas arrêter. Ils veulent que ça continue, et ils veulent qu'on fasse aussi les autres choses qu'on a demandées. Ils en ont besoin, oui, mais nous, on en a encore plus besoin qu'eux. Donc je vais continuer avec la dernière partie là, ce qui dit qu'il va se passer ensuite. Continue à parler et encore une fois, est-ce que je sais comment tout ça va se terminer? Bien sûr que non. Mais ce qu'on fait, c'est une sorte de danse diplomatique très délicate. On utilise des leviers économiques, on alterne entre la carotte et le bâton, on essaye de dialoguer avec les pragmatiques, et bien sûr, quand ils commettent des actes de violence, on y répond. Tout ça se passe en même temps pour essayer de remettre la situation sur une meilleure trajectoire. Cela dit, oui, en ce moment, ils tirent. La nuit dernière, ils ont tiré sur quelques navires. Mais malgré tout ça, est-ce que leur programme nucléaire reste détruit? Oui. Est-ce que les détroits ont retrouvé le niveau de trafic d'avant la guerre? Pas complètement. Mais est-ce qu'on reçoit assez de pétrole et de gaz du détroit d'Ormuz pour éviter une crise énergétique mondiale? Oui. Et tout ça se déroule dans le cadre des négociations plus larges sur le programme nucléaire. On ne sait jamais vraiment où tout ça va mener. Mais voilà où on en est. Voilà, oui. Non, ce n'est pas là où on en est. On n'est pas en train de faire une danse diplomatique délicate. Le président Trump, voyons, je ne sais pas si j'ai le bon document sous la main, peu importe. On vous l'a montré plusieurs fois aujourd'hui. Le président Trump a dit, ces derniers jours, que ce sont des ordures, des gens mauvais, des êtres abjects. Il a même dit qu'il ne voulait pas leur parler, que ce sont des gens terribles, qu'on ne peut pas croire un mot de ce qu'ils disent, ce genre de choses. Ce n'est pas une danse diplomatique délicate, ce n'est pas la méthode de la carotte et du bâton. C'est plutôt, je balance quelques bâtons, puis je balance quelques bâtons de dynamite. C'est à peu près la seule chose diplomatique qu'on fasse. Et il n'y a plus aucune carotte, vraiment aucune. Il y en avait, oui, mais on les a retirées. Et maintenant, on n'offre littéralement plus rien, à part exiger une reddition sans condition. Voilà la réalité de ce qu'on fait en ce moment. Et quand on demande, est-ce qu'il y a assez de pétrole qui circule pour éviter une crise énergétique mondiale? Il a répondu oui. Non, monsieur le vice-président, ce n'est pas exact. Au contraire, les faits d'aujourd'hui le prouvent. Malgré 2 porte-avions américains avec une couverture aérienne importante, les États-Unis n'ont pas réussi à maintenir ouvert le principal passage pétrolier du Golfe. Et maintenant que Fujairah est fermé, la situation est encore pire qu'avant.
Aucun, au cours des dernières 24 heures. Aucun des rares navires qui ont traversé, et c'est vraiment une poignée, n'est sorti du côté nord, celui que les Iraniens contrôlent toujours. Aucun n'a emprunté la route sud, soutenue par les États-Unis, à travers les eaux omanaises. C'est la réalité. Voilà où nous en sommes. Il n'y a pas de manœuvre diplomatique, pas de voie ouverte. En fait, la situation s'aggrave sur ce point. Et nous vous avons montré ce graphique, réalisé plus tôt par Matt Bracken, qui indique que si la situation continue de se détériorer et que les Iraniens, avec leurs alliés Houthis, ferment le Bab el-Mandeb et le canal de Suez, ou même un seul des deux, ne serait-ce que le Bab el-Mandeb, alors on va assister à une aggravation majeure, vraiment majeure, de la situation que nous connaissons déjà. Voilà où nous en sommes vraiment. Et je veux vous faire écouter autre chose, parce qu'on parlait justement des missiles il y a un instant, de ce dont on a besoin. L'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, l'administration demande ce gros budget supplémentaire, ce gigantesque supplément de 350 milliards de dollars pour les guerres, c'est qu'on s'est rendu compte, mince, il faut vraiment qu'on s'y mette. Eh bien, laissez-moi vous montrer comment même ça, c'est en train d'être détourné. Parce que franchement, dès qu'on parle d'argent, si on disait simplement « on a besoin de ces fonds pour accélérer la remise à niveau de nos missiles de défense aérienne et de nos missiles offensifs, pour revenir à un niveau minimal et reconstituer les stocks nécessaires », eh bien là, je pourrais même être d'accord. Parce que c'est exactement ce qu'il nous faut. Et je le dis sans aucune ambiguïté, on en a besoin pour notre sécurité nationale, pour ne pas se retrouver pris au dépourvu nulle part. Eux, en revanche, veulent encore gaspiller davantage, comme on vient de le voir il y a une minute. Et maintenant, voici le président de la Chambre, Mike Johnson, qui explique ce qu'il veut faire de cet argent. La question c'était, pouvez-vous préciser ce que demande exactement le Pentagone? On a vu que la requête dépasse les 350 milliards de dollars, et une partie de ces fonds est destinée à des transformations profondes pour changer la dynamique du département de la Défense et le rendre plus efficace, plus performant. C'est déjà la plus grande force militaire au monde, de très loin. Mais il y a des idées, une vraie vision pour aller encore plus loin, pour la renforcer. Vous avez entendu le président dire qu'il voulait, en pratique, doubler le budget de la défense nationale. Écoutez, nous vivons une période dangereuse. Nous combattons le communisme chez nous et nous luttons aussi contre des terroristes et des tyrans à travers le monde. Nous devons être capables de protéger notre sécurité nationale. Donc ce n'est pas ici que je vais entrer dans les détails. Tu sais ce qu'il n'a jamais dit là? Il n'a jamais mentionné le missile, pas une seule fois. Il parle de combattre le communisme. Sérieusement? Tu plaisantes, j'espère? Donc, tu veux fabriquer un ennemi américain? Écoute, tu n'aimes peut-être pas Mamdani. Tu n'aimes peut-être pas les démocrates socialistes. Très bien, pas de souci. C'est comme ça que fonctionne une démocratie. Tu n'aimes pas, tu votes contre. Tu n'aimes toujours pas, tu peux te présenter toi-même. Tu peux créer un nouveau parti. Tu peux faire plein de choses dans le système politique américain. Mais qu'est-ce que tu fais à parler de ça au milieu d'une demande de budget militaire de 350 milliards de dollars? Pourquoi ça devient une différence politique dans notre pays? Il n'y a pas de guerre ici. Pas de chars, pas d'avions, pas de bombes. Et que Dieu nous aide si ça arrive. C'est inquiétant qu'il ait mentionné ça et qu'il n'ait pas parlé de ce qui est vraiment important, remplacer nos stocks de missiles. D'après les informations publiques disponibles aujourd'hui, ça va prendre environ 3 ans, et encore, si tout se passe bien et qu'on arrête de les gaspiller. Évidemment, si on continue à faire ce genre de choses, avec ces frappes dont le président Trump a parlé dans cette interview sur Fox News hier soir, celle qu'on vous a montrée plus tôt dans la journée,
où il dit qu'il va encore tirer quelque chose ce soir, puis encore demain soir, et la semaine prochaine, il va frapper d'autres cibles. Moi, je fais le calcul. Je me dis, ça fait beaucoup de missiles en plus, ou plutôt beaucoup de missiles en moins selon comment on voit les choses. Et je me demande, d'où tout ça va venir? Donc, peu importe, cette période de 3 ans, tu vois bien qu'elle se réduit encore. Du coup, la période de remplacement s'allonge d'autant. Et là, tu dis, ah, on veut changer la dynamique dans la défense. Mais tu n'as même pas expliqué ce que ça veut dire. Ça ne veut littéralement rien dire. C'est juste un mot, sans lien avec quoi que ce soit. Pourtant, il y a de vrais montants d'argent en jeu. Et tu sais, comme je te l'ai montré au début, dès qu'on parle d'argent, il y a plein de gens qui vont se précipiter pour dire « Ouais, moi aussi, je veux ma part du gâteau. » Peu importe à quoi ça sert, du moment que j'en profite un peu. Et puis plus loin, Mike Johnson parle encore de vouloir changer notre vision de la défense. Là encore, aucune information sur ce que ça veut dire concrètement. Quelle est sa vision? Je ne sais pas. Et puis, il a dit quelque chose que je n'avais encore jamais entendu. Et c'est inquiétant. Il a dit que le président Trump voulait doubler les dépenses de défense à un moment donné. Ce qui veut dire qu'on passerait d'1 trillion de dollars cette année à 1,5 trillion pour le budget de la défense que le Congrès essaie de faire adopter pour le prochain exercice fiscal. Je pense qu'il a vendu la mèche et personne ne l'a remarqué. Vous êtes en train de me dire qu'il va essayer d'obtenir 2 trillions l'année suivante? Franchement, c'est complètement fou, non? Je n'ai pas fait les calculs, mais je parie que si on additionne 2 trillions de dollars et qu'on regarde du plus élevé au plus bas, combien de pays, alliés ou adversaires, ça représenterait, ce serait énorme. Combien allons-nous dépenser au total si on monte jusqu'à 2000 milliards de dollars? Même 1500 milliards, c'est déjà énorme. C'est une somme excessive et surtout, elle n'est pas nécessaire. Et la raison, c'est que si on part à la chasse aux dragons, on finira toujours par trouver un ennemi. On peut même en inventer un si c'est ce qu'on cherche. Et on dirait bien que c'est le cas. Il l'a d'ailleurs un peu laissé entendre. Il a parlé de tous ces tyrans maléfiques dans le monde, du terrorisme, de toutes sortes de menaces, bref, de n'importe quel ennemi qu'il peut imaginer. Et c'est pour ça, selon lui, qu'il faut dépenser autant. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Et si, au lieu de ça, on faisait quelque chose de logique, si on se concentrait sur la défense de notre pays pour que personne ne puisse venir nous attaquer, d'abord, pour ne pas être stupide, il ne faut pas se débarrasser de nos missiles offensifs, ni de nos missiles défensifs dont on a besoin. Pourquoi ne pas commencer par les remplacer, déjà? Et en attendant, arrêtez de les utiliser. Mais au-delà de ça, arrêtez d'aller à l'étranger pour tout chercher. N'ayez pas cette attitude offensive qui consiste à aller quelque part juste pour trouver quelque chose à faire, du travail, quelqu'un à tuer, quelque chose à faire exploser. On va forcément trouver un prétexte. Le Groenland, Cuba, la Chine, quelque part en mer de Chine méridionale, peut-être la Russie. On continue encore et encore. Vous cherchez des problèmes partout. Au lieu de ça, ramenez un peu les choses à la maison. Et je ne parle pas d'isolationnisme, hein. Je ne veux rien entendre là-dessus. Je te regarderai droit dans les yeux et je te dirai de te taire, parce que ce n'est pas de ça qu'on parle. Et c'est une excuse pathétique, je l'entends tout le temps. Toute personne qui veut dire que quelque chose d'autre que ce que Mike Johnson vient de dire, c'est de l'isolationnisme. Non. Je suis intelligent, je suis pro-américain, et j'utilise un peu de bon sens pour dire qu'il y a des limites au pouvoir. Mais on en a beaucoup, et on peut se défendre indéfiniment. On peut rendre notre défense nationale vraiment de tout premier niveau. Ce n'est pas le cas en ce moment. D'ailleurs, quoi qu'ils en disent ici, on pourra faire une autre émission là-dessus une autre fois. Ce n'est pas de classe mondiale aujourd'hui, mais ça peut le devenir. On a les matières premières qu'il faut,
On a les ressources qu'il faut. Nous avons la technologie qu'il faut pour être au meilleur niveau mondial, une organisation capable de nous défendre contre n'importe qui et de rendre toute attaque contre nous beaucoup trop coûteuse pour que quelqu'un ose s'y risquer. Et s'ils essayent malgré tout, alors nous pouvons riposter. C'est ce genre de défense nationale dont nous avons besoin, pas une armée qui part chercher des problèmes. Parce que quand on fait ça, on finit toujours par en trouver et on se retrouve dans une situation comme celle qu'on vit aujourd'hui. On ne mesure même pas encore à quel point c'est grave. On a fini par provoquer un conflit qu'on ne peut pas gagner. Pour la première fois de notre vie collective, on essaye d'attaquer quelqu'un et ça ne marche pas. On essaye d'utiliser notre puissance, nos menaces, nos missiles, nos promesses de violence encore plus grandes. Et en face, ils ne reculent pas. Ils ont les moyens, ils nous font du mal et on n'arrive pas à les arrêter. C'est la situation actuelle. Et franchement, c'est une honte. Et ça n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Mais si on continue sur cette voie, en faisant semblant de dire non, je vais y arriver, je vais le faire, alors là, on va vraiment au-devant de gros problèmes. Pas seulement parce qu'on va échouer sur le plan militaire, mais aussi parce qu'on est en train de saboter notre propre économie. Et écoutez, le président Trump, si vous allez sur sa plateforme Truth, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Il l'a reconnu le mois dernier. Le 17 juin, quand on a signé le protocole d'accord, il a compris à ce moment-là que s'il continuait sur la même voie, sans conclure ce protocole, ça allait nous coûter cher. Voilà ce qu'il avait compris le mois dernier. Si on continue à bombarder, ces navires ne partiront pas. Et là, on parle de 500, 600, 700 millions de dollars par jour. C'est énorme, vraiment énorme. C'est pour ça que le monde tient encore. Il y a de la liquidité, tout va bien. Mais dans environ 4 semaines, on n'aura plus de réserves. Vous savez, il y a des réserves partout dans le monde. Et là, on serait vraiment à court. Il y aurait un moment où on ne pourrait plus en obtenir. Et vous voulez voir le chaos? Oui? Vous voulez voir le chaos? Vous travaillez maintenant pour l'obtenir, parce que non seulement nous manquons de missiles offensifs, non seulement nous manquons de missiles défensifs, mais en plus, notre réserve stratégique de pétrole est presque vide. Je crois que je vous l'ai montré plus tôt aujourd'hui. Regardez, on est au niveau le plus bas depuis 1983. Ce n'est pas une erreur d'impression, vous avez bien entendu. 1983, depuis qu'on suit ces chiffres. C'est même plus bas que le 20 mai 1983, et ça continue de baisser. Le président Trump, en juin, l'avait compris. Il a même dit au début de cet extrait, si on avait continué à bombarder, ça nous aurait posé un vrai problème, parce que le détroit serait resté fermé. Il l'a même reconnu. Alors, pourquoi est-ce qu'on est revenu au bombardement? Et pourquoi est-ce qu'on a rétabli un blocus qui aggrave encore tout ça? Et maintenant, c'est lui qui installe ce chaos. Comme je viens de vous le montrer, il n'y a pas de solution militaire. On ne va pas pouvoir les forcer à ouvrir ces détroits, à se soumettre et à se rendre. Ça n'arrivera pas. Donc, la seule chose sensée qu'on puisse faire, franchement, c'est d'arrêter tout ça, de mettre en œuvre le plan de retrait dont on a déjà parlé. Oui, ce sera embarrassant. Il va en prendre un coup politiquement, il va encaisser des critiques pendant un moment. Mais le président Trump, l'un de ses plus grands atouts, c'est justement sa capacité à changer le récit. Et d'ici novembre, il peut inventer toutes sortes de choses différentes. Je vois qu'il est sur le point de prendre la parole, donc on va s'arrêter dans un instant. Gary va suivre ça de près, mais là, c'est le sommet de l'innovation en matière de défense. Mais écoutez, il ne faut pas simplement rajouter encore 350 milliards par-dessus 1500 milliards, puis encore 2000 milliards après ça. Ce n'est pas ce qu'il nous faut, mes amis.
Ça va nous mener à la destruction. Ça va détruire l'Empire américain. Au lieu du scénario que j'ai décrit, où on peut être en sécurité, stable, économiquement solide pour longtemps, c'est ça qu'on peut faire dès maintenant. Si on fait ce que j'ai proposé, si on fait ce qu'ils disent et ce qu'ils vont sans doute annoncer à ce sommet ici, on va détruire notre pays. On verra bien, on va découvrir tout ça. On vous tiendra au courant de ce qu'ils diront à ce sommet. Peut-être qu'on se retrouvera plus tard dans la journée. Sinon, on se reparle dès demain matin. Merci à tous. On se retrouve dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez.